Au dîner de remise des diplômes de mon fils, papa a remis aux enfants de ma sœur Perrine des ordinateurs portables flambant neufs et $1 500 chacun. Quand mon fils Nathan a ouvert son enveloppe, elle était vide. Papa Hugues a souri d'un air suffisant. Il devrait être habitué à ne rien recevoir de cette famille. Maman Vanessa est restée silencieuse pendant que tout le monde riait. J'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils et je suis sorti. Cette nuit-là, j'ai fait une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Au matin, papa Hugues m'avait appelé 27 fois. Mon fils Nathan a ouvert l'enveloppe à deux mains. La façon dont il ouvre tout soigneusement, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui valait la peine d'être protégé. Il était assis au bout d'une longue table dans une salle à manger privée au Marronnier, le restaurant italien que mon père avait réservé pour le dîner de remise des diplômes. 18 ans, 6 heures après avoir traversé la Seine, son diplôme toujours dans la pochette que l'école lui avait remise. Autour de la table étaient assis mon père Hugues, ma mère Vanessa, ma sœur Perrine et son mari Denis, les deux enfants de Perrine, mon oncle Rémi, et 3 autres parents qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. 12 personnes, nappe blanche, graissins et manchons en papier, et mon fils Nathan tenant une enveloppe que mon père lui avait remise avec un sourire suffisant que j'avais vu se former depuis les hors-d'œuvre. 30 secondes plus tôt, les enfants de Perrine avaient ouvert leurs cadeaux. Des ordinateurs portables flambant neufs encore dans leur boîte de vente au détail avec des cartes glissées à l'intérieur contenant $1 500 chacun. La fille de Perrine a levé le sien et la table a applaudi. Le fils de Perrine a brandi son poing. Hugues s'est penché en arrière sur sa chaise, rayonnant, la façon dont il rayonne lorsqu'il est perçu comme généreux, ce qui est la seule version de la générosité qu'il comprend. Puis il s'est tourné vers Nathan et lui a tendu l'enveloppe. « Tiens, mon pote. » Nathan l'a ouverte, a tiré le rabat, a regardé à l'intérieur, l'a retourné au-dessus de sa paume. Rien n'est tombé. L'enveloppe était vide, pas de carte, pas de chèque, pas de billets pliés, juste du papier blanc et de l'air. Nathan m'a regardé, pas Hugues, moi. Ses yeux étaient fixes, mais sa mâchoire était serrée, et ses mains s'étaient immobilisées comme elles le font lorsqu'il traite quelque chose qui fait mal et ne veut pas que quiconque le voie. Il a posé l'enveloppe sur la table à côté de son verre d'eau et a mis ses mains sur ses genoux. « Hugues, regarde ça. » Et puis il a souri. Pas un sourire chaleureux. Le genre de sourire qu'un homme arbore lorsqu'il a pratiqué une cruauté et qu'il veut la voir portée. Il a regardé autour de la table, a trouvé les yeux qu'il voulait, et a prononcé les mots qu'il retenait toute la soirée. Il devrait être habitué à ne rien recevoir de cette famille. Regardez-le. Son père rampe dans les murs pour gagner sa vie et n'a même pas pu garder une femme. Qu'est-ce que nous célébrons exactement ici? Un diplôme d'une école publique qui le mènera à une université d'État. Les enfants de Perrine sont dans des programmes pour surdoués. Ils ont un avenir. Nathan est un assez gentil garçon, mais ne prétendons pas qu'il va quelque part de remarquable. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Et l'arbre de Bruno n'a jamais poussé très haut. Il a dit cela devant 12 personnes. Il l'a dit alors que mon fils était assis à 1,20 m de là avec une enveloppe vide à côté de son verre d'eau et ses mains jointes sur ses genoux comme un garçon qui a appris à 18 ans que certaines pièces ne sont pas sûres. Oncle Rémi a posé sa fourchette et ne l'a plus ramassée. Sa main reposait à plat sur la table et ses yeux se sont tournés vers Hugues et y sont restés avec le genre d'immobilité qui précède une décision. Vanessa a regardé son assiette et a déplacé un morceau de poulet d'un côté à l'autre sans le manger. Perrine a souri rapidement, le sourire réflexe de quelqu'un qui sait qu'il gagne et ne veut pas être pris en flagrant délit de plaisir, puis a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Elle a touché la boîte d'ordinateur portable de sa fille et a dit « Papa, c'est trop généreux. Tu n'aurais vraiment pas dû. » Elle l'a dit en regardant Hugues, pas moi. Et le mot généreux est tombé sur la table comme une pièce jetée devant quelqu'un qui n'a rien. Denis a étudié son téléphone comme il étudie son téléphone chaque fois qu'Hugues parle, c'est-à-dire toujours. 2 des cousins ont bougé sur leur siège. L'un d'eux, la fille de Perrine, a regardé Nathan puis a détourné le regard, et je ne pouvais pas dire si c'était de l'embarras ou quelque chose de pire. Le serveur, qui était venu remplir les verres d'eau, s'est arrêté à 1 mètre du table et s'est discrètement retourné. Personne n'a parlé. Personne n'a dit à Hugues d'arrêter. Personne n'a tendu la main à travers la table pour dire « ça suffit ». Le silence n'était pas le choc. C'était l'accord. Une pièce remplie de gens qui avaient toujours laissé Hugues dire ce qu'il voulait de moi et de mon fils, et pas un seul d'entre eux n'était prêt à payer le prix d'une seule phrase pour défendre Nathan. J'ai regardé mon fils.
Il ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. Il était toujours parfaitement, terriblement immobile. La façon dont il est quand il a décidé que montrer ce qu'il ressent coûterait plus cher que de le cacher. Ses yeux étaient fixés sur l'enveloppe vide. Ses doigts touchaient légèrement le bord, comme pour en mesurer le poids. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas levé pour faire un discours. J'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils, j'ai senti la tension bloquée à l'intérieur comme un courant traversant un fil sans mise à la terre, et j'ai dit, nous partons, Nathan. Il s'est levé. J'ai ramassé l'enveloppe vide sur la table et je l'ai mise dans la poche de ma veste. Nous avons traversé la salle à manger, passé le poste d'accueil jusqu'au parking, et j'ai ramené mon fils à la maison en silence. À mi-chemin, sans me regarder, il a dit, je savais qu'elle allait être vide, papa. J'ai gardé les yeux sur la route et j'ai dit, ce ne sera pas la dernière enveloppe que tu ouvriras. La prochaine sera pour moi. Si vous avez déjà vu votre enfant rester assis tranquillement pendant que quelqu'un lui disait qu'il n'était rien, et que vous deviez décider à ce moment-là quel genre de père vous alliez être, c'est le karma qui se déploie. Vous êtes exactement là où vous devez être. Je m'appelle Bruno Chevalier. J'ai 40 ans et je possède Électricité Chevalier SARL, une entreprise d'entrepreneurs en électricité commerciale et résidentielle agréée basée à Milwaukee, Wisconsin. 4 employés, 3 camions et une liste de clients qui nous assurent des réservations pour 6 mois. L'année dernière, nous avons dégagé 340 000 $ de revenus bruts. Je suis maître électricien. Je tire les permis. Je passe les conduits. Je câble les panneaux. Je passe les inspections. Mes mains sont cicatrisées par des années de travail dans des espaces confinés avec du cuivre tranchant. Et quand mon père dit que je rampe dans les murs pour gagner ma vie, il décrit les mêmes compétences qui ont rendu sa propriété locative habitable et son revenu de retraite possible. Mais j'y viendrai. Nathan est mon fils. Il a 18 ans. Calme comme les gens intelligents sont calmes. Le genre de gamin qui écoute tout et dit ce qui compte quand ça compte. Il dessine. Il construit des circuits modèles à partir de tutoriels YouTube. Il a été accepté à l'université du Wisconsin-Milwaukee pour l'ingénierie électrique, ce à quoi il a postulé seul, a écrit l'essai lui-même et ne m'en a parlé qu'après avoir reçu l'acceptation. Sa mère est partie quand il avait 6 ans. Pas de dispute, pas d'avertissement, juste un mot sur le comptoir et une voiture qui n'était pas dans l'allée quand je suis rentré d'un travail. Nathan et moi avons reconstruit notre vie comme j'ai reconstruit un tableau électrique. Un circuit à la fois, étiqueté et testé, rien n'est resté lâche. Voici ce que mon père ne mentionne pas lors des dîners. Voici ce que Vanessa n'inclut pas lorsqu'elle parle de la bonne situation de la famille. En 2020, j'ai refait l'électricité du duplex locatif de mon père. Le bâtiment est une propriété à 2 unités sur l'avenue Clément que Hugues a acheté en 2015 pour 110 000 $. Quand il l'a acheté, l'installation électrique était des années 1950, avec des fils en tissu. Pas de mise à la terre, pas de protection GFCI, et un panneau tellement surchargé que la compagnie d'assurance a menacé de retirer la couverture. Le bâtiment était inhabitable. L'inspecteur de la ville l'avait signalé 2 fois. Hugues m'a demandé d'y jeter un œil, comme il me demandait toujours d'y jeter un œil, ce qui signifie faire tout le travail et ne pas envoyer de facture. J'ai passé 14 mois de week-end à retirer les vieux fils, à faire passer de nouveaux remex à travers les murs et les plafonds, à installer 2 nouveaux panneaux de 200 ampères, à ajouter une protection GFCI et AFSI partout. Et à câbler les 2 cuisines et les 2 salles de bain selon le code actuel. Mon équipe a aidé 3 samedis. Le reste, je l'ai fait seul dans les vides sanitaires et les combles, avec de la poussière d'isolant dans les poumons et des coupures de cuivre sur les mains. Les matériaux ont coûté 18 000 $ provenant de mon propre budget d'approvisionnement. La main-d'œuvre, si je l'avais facturée à mon tarif commercial de 65 $ l'heure, aurait été de 54 000 $. Valeur totale du travail, 72 000 $. J'ai les permis. J'ai les approbations d'inspection. J'ai les photos de chaque panneau, de chaque boîte de jonction, de chaque prise GFCI horodatée et stockée sur le serveur de mon entreprise. Je n'ai pas envoyé de facture. Hugues n'a jamais proposé de payer. Il n'a jamais demandé ce que cela coûtait. Quand l'inspecteur a signé et que le bâtiment a passé l'inspection finale, Hugues a publié une annonce sur un site de location la même semaine. Il a commencé à percevoir 1 600 $ par mois de chaque unité.
$3200 par mois de revenus locatifs sur une propriété que j'avais rendue habitable de mes propres mains, avec mes propres fils et ma propre licence sur le permis. En 4 ans, ce duplex a généré $153 600 de loyer. Hugues a collecté chaque chèque. Je n'ai rien reçu. Ni un pourcentage, ni un dîner de remerciement, ni même une mention à Noël. En janvier 2021, Hugues a eu besoin d'un prêt commercial pour refinancer le duplex et rembourser le solde hypothécaire initial. Son score de crédit était de 580, pas assez solide pour se qualifier pour un prêt. Il est venu à mon atelier un mardi matin, s'est assis dans le fauteuil client en face de mon bureau et m'a dit que la caution n'était qu'une formalité. Il a dit que les revenus locatifs couvriraient tout. Il a dit qu'il s'occuperait du reste. Je suis allé à la banque, me suis assis à côté de mon père et j'ai ajouté mon nom et mon score de crédit de plus de 8 cents à un prêt de $185 000. Le prêt comportait une clause d'accélération standard enfouie dans la section 14 de l'accord. Si le cosignataire se retire, le solde total restant devient exigible dans les 30 jours. J'ai lu cette clause. Je l'ai comprise. À l'époque, je pensais que je n'en aurais jamais besoin. Le même mois, j'ai commencé à envoyer à Hugues et Vanessa $1650 par mois en supplément hypothécaire. Vanessa m'a appelé le 3 janvier et m'a dit que les impôts fonciers et l'assurance sur le duplex avaient considérablement augmenté et que les revenus locatifs ne couvraient pas le déficit. Elle m'a donné le chiffre. Je ne l'ai pas vérifié. J'ai mis en place le virement automatique et il a eu lieu le 1er de chaque mois pendant 36 mois consécutifs. $1650 multiplié par 36 égale $59 400. Pas une seule fois aucun d'eux n'a dit merci. Pas une seule fois Hugues ne l'a mentionné au dîner. Pas une seule fois Vanessa n'a envoyé de message le 2 du mois pour dire que le dépôt était arrivé. L'argent est entré et a disparu. Puis il y a eu la maison de Perrine. En 2022, Perrine et Denis ont acheté une maison coloniale de 4 chambres à Fontainebleau. 6 semaines après la clôture, Perrine m'a appelé et m'a dit que l'électricité de la cuisine était ancienne et si je pouvais juste y jeter un œil. Je me suis rendu là-bas un samedi matin. Le panneau était ancien. Les circuits de la cuisine étaient partagés avec le salon et l'éclairage sous les armoires avait été câblé par quelqu'un qui n'aurait pas dû être autorisé près d'une boîte de jonction. J'ai effectué la mise à niveau complète en 3 week-ends. Nouveau panneau de 200 ampères, circuit de cuisine dédié, éclairage LED sous les armoires, ligne spécifique pour le réfrigérateur, le lave-vaisselle et la cuisinière. $28 000 de main-d'œuvre et de matériaux gratuits. Lorsque la voisine de Perrine a complimenté la cuisine lors d'un dîner, Perrine a souri et a dit « Nous avons trouvé un entrepreneur formidable de Versailles. Très raisonnable. » Elle se tenait dans une cuisine que j'avais câblée pendant que j'étais assis à sa table à manger des pâtes qu'elle avait achetées avec l'argent que ma mère avait détourné de mes suppléments hypothécaires. Oncle Rémi est la seule personne de cette famille qui ait jamais regardé mon travail et l'ait appelé par son nom. Il a 68 ans. Le frère aîné d'Hugues, un électricien compagnon à la retraite qui m'a appris à dénuder les fils et à lire un schéma de circuit quand j'avais 11 ans. Il m'a donné ma première paire de pinces de monteur de ligne et m'a dit qu'elle durerait plus longtemps que n'importe quelle relation que j'aurais jamais. Il avait raison pour les pinces. La semaine avant le dîner de remise des diplômes, Rémi est venu à mon atelier et m'a regardé construire un sous-panneau pour le nouveau restaurant d'un client. Il se tenait près de l'établi avec son café, ne disant pas grand-chose. La façon dont il le fait quand il pense à quelque chose qui compte plus que ce qu'il regarde. Après 20 minutes, il a dit, « Ton père va faire de ce dîner une question personnelle, Bruno. Tu le sais. Je sais. Et tu vas rester là et l'accepter parce que tu le fais toujours. » J'ai regardé le panneau que je câblais. Des lignes de cuivre propres allant exactement là où elles devaient aller. Des étiquettes au marqueur noir sur chaque disjoncteur. J'avais passé toute ma vie à câbler les choses correctement pour des gens qui ne regardaient jamais derrière le mur pour voir qui avait fait le travail. Je n'ai pas répondu à Rémi, mais quelque chose dans la façon dont il a dit, parce que tu le fais toujours, s'est installé dans ma poitrine comme un disjoncteur qui saute. Quelque chose est passé de on à off, et ça n'a pas été réinitialisé. Cette nuit-là, après le restaurant, après que Nathan soit allé dans sa chambre et ait fermé la porte doucement, comme il ferme tout, je me suis tenu dans le couloir et j'ai écouté. Pas de pleurs, pas de musique, pas un bruit du tout, sauf le faible clic mécanique de sa lampe de bureau qui s'éteignait. Mon fils de 18 ans venait de se faire dire devant toute sa famille qu'il ne valait pas la peine d'être célébré, et sa réponse fut d'aller dans sa chambre et d'éteindre la lumière sans faire de bruit.
Le calme de cela était pire que tout ce qu'Hugues avait dit à cette table. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'enveloppe vide était dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie et l'ai posée sur la table à côté de l'ordinateur. Elle était là, blanche, plate et légère pendant que je commençais à tirer des chiffres. J'ai d'abord consulté mes relevés bancaires. 3 ans de virement de $1650 vers le compte joint de mes parents. J'ai ouvert une feuille de calcul et tout signalé. Puis j'ai consulté les registres fonciers du comté pour le duplex. Solde hypothécaire d'Hugues, $161 000 restants. Statut du prêt, actif. Co-signé par Bruno Chevalier. Je portais le poids financier de cet homme sur mon score de crédit depuis 3 ans et demi. Puis j'ai trouvé ce à quoi je ne m'attendais pas. Les relevés bancaires de Vanessa. J'avais accès au compte joint parce que j'étais répertorié comme utilisateur autorisé. Ajouté en 2021 lorsque Vanessa a dit qu'elle avait besoin d'aide pour gérer les comptes. Je n'avais jamais regardé de près. Maintenant, je l'ai fait. Les $1650 que j'envoyais chaque mois étaient déposés le 1er. Le 5, un virement de $800 était transféré vers un compte séparé au nom de Vanessa seulement. J'ai retracé les paiements sortant de ce compte. Des prélèvements mensuels à la Brookfield Academy, une école privée dans le code postal de Perrine. $18 000 par an de frais de scolarité pour les 2 enfants de Perrine. Payé en partie avec l'argent que j'envoyais pour les suppléments hypothécaires. J'ai failli fermer l'ordinateur portable en voyant les virements de frais de scolarité. Ce qui m'a arrêté, c'est l'enveloppe vide posée sur la table à côté de mon coude. Mon père n'avait rien donné à mon fils à son propre dîner de remise des diplômes. Et l'argent qui aurait dû aller à la propriété que j'avais câblée et au prêt hypothécaire que j'avais co-signé était discrètement siphonné pour financer les études privées des enfants qui avaient reçu des ordinateurs portables neufs et $1500 en espèces pendant que mon fils était assis à 1 mètre. 20 de là, les mains sur les genoux. Les mêmes enfants dont la mère avait dit à ses voisins qu'un entrepreneur de Versailles avait câblé sa cuisine. Les mêmes enfants dont le grand-père s'était levé à une table de dîner et avait dit que Nathan n'irait nulle part de remarquable. 59 400 $ en supplément. Au moins $28 000 de cela détourné vers les frais de scolarité des enfants de Perrine sur 3 ans. 72 000 $ de travaux électriques gratuits. 153 600 $ de revenus locatifs qu'Hugues a perçus sans me verser $1. Et à la fin de tout cela, mon fils a reçu une enveloppe vide et un discours public sur le fait que l'arbre de son père n'avait jamais poussé très haut. J'ai failli aller chez Hugues à minuit avec les relevés bancaires étalés sur le siège passager. Ce qui m'a arrêté, c'est la carte de visite de Camille dans mon portefeuille, celle qu'il m'a donnée en me disant « Si jamais vous avez besoin d'agir vite sur un privilège, envoyez-moi un SMS. N'appelez pas. » Camille est le genre d'avocat qui répond au SMS à 23 h parce qu'il comprend la différence entre un client en colère et un client qui a des preuves. J'avais des preuves. 4 ans de preuves, organisées, datées et étayées par des numéros de permis. J'ai failli réveiller Nathan pour lui dire ce que j'avais trouvé. Ce qui m'a arrêté, c'est le son de son silence à travers la porte de la chambre. Il dormait. Il n'avait pas besoin de savoir ce soir que sa grand-mère avait volé son père pour financer l'éducation de ses cousins pendant que son grand-père lui donnait une enveloppe vide. Il le saurait éventuellement, mais pas ce soir. Ce soir, il était autorisé à dormir. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Camille. Le message était simple, prêt à procéder. Retrait de la caution. Privilège de mécanicien sur le duplex Clément. Lettre de mise en demeure pour tous les montants dus. Cette nuit-là, Camille a répondu en 4 minutes, envoi de l'avis de retrait à la banque maintenant. Papier de privilège déposé lundi. Lettre de mise en demeure envoyée par recommandé mardi. Êtes-vous sûr du retrait de la caution? Cela déclenche la clause d'accélération. Je suis sûr. Une fois que la banque l'aura traité, votre père aura 30 jours pour payer $161 000 ou faire face à un défaut de paiement. Il n'y a pas de retour en arrière. Je comprends. À 23h14, le soir du dîner de remise des diplômes de mon fils, j'ai fait la seule chose à laquelle ma famille ne s'attendait pas. Camille a envoyé l'avis de retrait de la caution à la banque par email sécurisé avec ma signature numérique jointe. Selon les termes de l'accord de prêt, section 14, le retrait du co-signataire déclenche la clause d'accélération. Le solde total restant de $161 000 devient exigible dans les 30 jours.
Le système de conformité automatisé de la banque traiterait la vie pendant la nuit et signalerait le statut du prêt au début des heures de bureau. Si cette histoire vous serre la mâchoire parce que vous savez ce que c'est de financer la vie de quelqu'un d'autre et de recevoir une enveloppe vide en retour, restez ici. Le karma se déploie et l'endroit où les chiffres sont enfin énoncés à voix haute. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai mis dans le tiroir de la cuisine et je suis allé me coucher. La lumière de Nathan était toujours allumée sous sa porte. J'ai frappé une fois et j'ai dit, « Je suis fier de toi ». Il a dit, « Je sais, papa ». Je me suis endormi en sachant que le câblage que j'avais fait allait transporter un courant très différent. À 6h11 le lendemain matin, un dimanche, j'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués d'Hugues Chevalier. Le premier est arrivé à 5h48. 3 appels entre 5h48 et 5h52. 4 autres entre 6h et 6h05. Puis un flux constant toutes les 10 à 15 minutes pendant les 4 heures suivantes. 7 messages vocaux. J'ai écouté le premier. La voix d'Hugues était tendue et montait en flèche. Bruno, qu'est-ce que tu as fait? La banque dit que mon prêt s'accélère. Rappelle-moi tout de suite. Je l'ai supprimé et n'ai pas écouté les autres. Je savais exactement ce qui s'était passé parce que j'avais construit le circuit moi-même. Le système de conformité de la banque a traité la vie de Camille vers 5h30 du matin. Quand Hugues a ouvert son application bancaire sur son téléphone, comme il le fait chaque matin avant le café, la page du compte avait changé. Là où il était indiqué le statut du prêt actif, cosigné, il était maintenant écrit le retrait du cosignataire traité. Accélération du prêt initié. Solde total de $161 000 dû dans les 30 jours. Contactez immédiatement votre institution de prêt. Hugues a appelé la ligne automatisée de la banque d'abord, puis le numéro d'urgence des prêts, puis moi. 27 fois. J'ai fait des œufs brouillés à Nathan ce matin-là, comme je l'ai fait tous les dimanches, avec du cheddar et un peu de sauce piquante. Il était assis à la table de la cuisine en pyjama, silencieux, ne mentionnant pas le dîner, ne mentionnant pas Hugues, ne mentionnant pas l'enveloppe vide. Il a mangé lentement et a regardé par la fenêtre le parking en contrebas. Quand il a fini, je lui ai dit que j'avais quelque chose pour lui. Je suis allé dans le placard de ma chambre et j'ai sorti l'ordinateur portable que j'avais acheté 2 semaines plus tôt. La semaine où j'avais décidé que quoi qu'il arrive au dîner de remise des diplômes, mon fils aurait quelque chose à ouvrir qui aurait du poids. Pas un modèle reconditionné, pas un héritage d'un cousin. Une nouvelle machine encore dans sa boîte de vente au détail avec une carte glissée à l'intérieur que j'avais écrite de ma propre main pour Nathan Chevalier de la part de papa. Pour tout ce que tu as gagné et tout ce que tu vas construire. Il l'a ouvert à la table de la cuisine, sur la même chaise où il était assis 12 heures plus tôt à regarder une enveloppe vide. Il a sorti l'ordinateur portable, l'a posé sur la table, puis a trouvé la carte. Il l'a lu 2 fois. Il m'a regardé, ses yeux étaient brillants et il a dit, « Tu n'avais pas à faire ça, papa. » Personne n'avait à faire quoi que ce soit, Nathan. Ton grand-père a choisi de ne rien te donner. J'ai choisi ça. C'est la différence entre ce qu'une famille te doit et ce qu'un père te donne. Il a posé la carte sur la table à côté de l'ordinateur portable et a appuyé sa paume à plat dessus. La façon dont j'appuie ma paume sur un panneau finit avant de fermer le couvercle, pour vérifier s'il tient. Il a tenu. Le lundi matin, le monde d'Hugues avait changé de forme. Il s'est présenté à mon atelier à 7h15. J'étais à mon établi, câblant un sous-panneau pour la construction d'un restaurant, le même sur lequel je travaillais la semaine où Rémi était venu. La porte du hangar était ouverte. Il est entré sans frapper, car Hugues a toujours pénétré dans mes espaces comme si la clé lui appartenait de droit, comme si les portes n'existaient que pour les autres. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir d'il y a 2 nuits. Son visage avait la couleur du plâtre, pâle et crayeux, et ses yeux avaient le regard vague d'un homme qui n'a pas dormi. Il tenait son téléphone dans une main et un relevé bancaire imprimé dans l'autre, le papier déjà froissé d'avoir été plié et déplié. Il s'est arrêté à 1 mètre de mon établi et a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai posé mes pinces à dénuder. J'ai retiré la caution de votre prêt. Tu ne peux pas faire ça. Ce prêt est le mien. Tu n'es qu'un nom dessus. La caution est la mienne. Mon nom, mon score de crédit, ma responsabilité. La section 14 de l'accord me donne le droit de me retirer à tout moment. Je l'ai exercé. La banque dit que je dois $161 000 en 30 jours. 30 jours. Bruno,
Tu vas me ruiner pour un dîner? Tu as donné une enveloppe vide à mon fils à son dîner de remise des diplômes. Tu as dit à 12 personnes qu'il était habitué à ne rien recevoir. Tu as dit que l'arbre de son père n'avait jamais poussé très haut. Tu l'as dit alors qu'il était assis juste là. La main du gars fait un geste. Je voulais faire une remarque. C'est sorti de travers. Tu sais comment je suis au dîner. Je sais exactement comment vous êtes. Je le sais depuis 40 ans. Je me suis levé de l'établi. Ma voix était calme. J'ai ouvert le dossier de preuve et l'ai tourné vers lui. 72 000 $ de travaux électriques sur votre duplex. 14 mois de week-end. Chaque fil, chaque panneau et chaque prise porte mon numéro de licence sur le permis. Gratuit. 59 400 $ de suppléments hypothécaires sur 3 ans. Gratuit. 28 000 $ de câblage pour la maison de Perrine, dont elle a dit à ses voisins que c'était l'œuvre d'un entrepreneur de Versailles. Gratuit. 153 600 $ de revenus locatifs que vous avez perçus sur un bâtiment que j'ai rendu habitable, 0 retour. Et maman détourne 800 $ par mois de mes suppléments pour payer l'école privée des enfants de Perrine. Les ordinateurs portables, papa, les 1500 $ dans chaque enveloppe, cet argent venait de moi, via maman, aux enfants de Perrine, pendant que vous donniez à Nathan un morceau de papier vide. Le visage du gars changeait. Ce sont des contributions familiales. Bruno, tu as fait ce travail parce que tu le voulais. J'ai fait ce travail parce que vous me l'avez demandé, et je pensais que cela comptait. Voici ce qui compte maintenant. J'ai tourné la première page. Le dépôt du privilège de mécanicien. Cela grève la propriété Clément. Vous ne pouvez pas la vendre, la refinancer ou l'utiliser comme garantie tant que le privilège n'est pas résolu. Vous mettez un privilège sur mon bâtiment? Mes fils sont dans chaque mur. Ma licence est sur chaque permis. Le travail n'a jamais été payé. Le privilège est mon droit légal. Deuxième page. Virement de suppléments hypothécaires. 59 400 $. C'est une demande de restitution intégrale. Cet argent était un cadeau. Tu l'as envoyé de ton plein gré. Je l'ai envoyé pour l'hypothèque. Maman l'a redirigé vers les frais de scolarité de Perrine. Ce n'est pas un cadeau. C'est une fraude. Troisième page. Relevé bancaire de Vanessa. 800 $ par mois détournés vers la Brookfield Academy. 3 ans. Les ordinateurs portables au dîner provenaient de mes suppléments. Papa, l'enveloppe vide de Nathan a été achetée avec l'argent de son propre père. La main d'Hugues s'est posée sur le bord de l'établi. Ses doigts ont agrippé le contreplaqué et ses jointures ont blanchi, puis se sont relâchées. Sa respiration est devenue superficielle, la bouche entr'ouverte, la poitrine à peine soulevée. Il a regardé le privilège, puis les relevés bancaires, puis moi. L'imprimé dans son autre main s'est froissé lentement dans un point qui se fermait sans sa permission. Une veine dans sa tempe a pulsé. Son pied gauche a reculé d'un demi-pas, comme un homme sentant le sol céder. Tu m'as traité d'homme à tout faire qui rampe dans les murs. Papa, les murs dans lesquels j'ai rampé soutiennent ton duplex. Chaque circuit de ce bâtiment fonctionne parce que j'ai tiré le fil. L'homme à tout faire a construit ta retraite. L'homme à tout faire a payé ton hypothèque. L'homme à tout faire a câblé la cuisine de Perrine pendant qu'elle disait à ses voisins que c'était quelqu'un d'autre. Tout ce que cette famille possède a été construit par le fils à qui tu as donné une enveloppe vide. Hugues a essayé de se reprendre. Nous pouvons régler ça. Assieds-toi. Laisse-moi appeler la banque avec toi. Nous pouvons expliquer la situation et restructurer le prêt. La banque ne restructure pas en fonction des sentiments blessés, papa. Elle restructure en fonction des scores de crédit. Le mien était de 820. Le vôtre était de 580. C'est pourquoi vous aviez besoin de moi et c'est pourquoi cela fonctionne. Tu vas ruiner ton propre père pour une blague au dîner, pour une enveloppe? L'enveloppe n'était pas une blague pour mon fils. Il était assis là devant 12 personnes et a regardé ses cousins compter de l'argent pendant qu'il tenait un morceau de papier vide. Vous avez souri quand il l'a ouvert. Vous avez planifié ça. Vous vouliez qu'il le ressente. Je voulais qu'il apprenne que le monde ne vous donne pas les choses, Bruno. Le monde ne lui a rien donné, papa. C'est vous qui l'avez fait. Vous vous êtes levé à une table que je payais devant une famille que je finançais depuis des années.
Et vous avez choisi d'humilier un garçon de 18 ans à son propre dîner de remise des diplômes. Ce n'est pas une leçon. C'est de la cruauté avec un public. La bouche d'Hugues s'est ouverte et s'est fermée sans son. Son menton est tombé. Je vous rembourserai. Une partie. Je peux faire 20 000 $ tout de suite. En espèces. Il suffit de lever le privilège et de demander à Camille d'appeler la banque. Vous avez eu 4 ans de revenus locatifs. 153 600 $. Vous avez choisi de ne rien donner à mon fils. Vanessa a appelé pendant la confrontation. Son nom est apparu sur l'écran de mon téléphone et je l'ai laissé sonner 4 fois avant qu'il n'aille sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message que j'ai écouté plus tard. Bruno, ton père ne va pas bien. Il n'a pas dormi. Ce stress va le faire hospitaliser. S'il te plaît, pense à ce que tu fais à cette famille. J'ai sauvegardé le message vocal dans le dossier de preuve. Il a rejoint le reste. Hugues a essayé une dernière fois. Sa voix avait baissé. 20 000 $, Bruno. Ici, tout de suite. Il a cherché dans sa poche arrière comme un homme qui cherche une arme non chargée. J'ai pris l'enveloppe vide du dossier, la même que celle du dîner. Blanche, de taille standard, le pli où Nathan l'avait ouverte toujours visible. Je l'ai posée sur l'établi entre nous. Le vide était visible même de là où Hugues se tenait. Juste un rectangle blanc sans rien à l'intérieur. Cette enveloppe était vide. Le privilège est de 72 000 $. Votre prêt devient exigible dans 30 jours. Appelez-moi quand vous trouverez un homme à tout faire qui couvre ça. Hugues a fixé l'enveloppe. Sa main s'est avancée vers elle puis s'est retirée. La façon dont on se retire de quelque chose qui porte une charge. Il est resté là pendant 10 secondes sans parler. Je l'ai dit avant qu'il ne puisse se détourner. C'est le dernier dollar, le dernier fil, le dernier dîner du dimanche, la dernière fois que mon fils s'assied à une table dans cette famille et ne reçoit rien. Mon numéro reste le même. Ma réponse ne changera pas. Nous avons terminé. Hugues a ramassé l'imprimé bancaire de l'établi, l'a mis dans sa veste et est sorti de l'atelier sans fermer la porte du hangar derrière lui. Ses pas sur le béton se sont estompés dans le bruit d'une portière de voiture qui s'ouvrait, d'un moteur qui démarrait et de gravier qui s'entrechoquaient alors que la berline reculait. La porte du hangar est restée ouverte. L'air du matin entrait, apportant l'odeur d'herbe coupée et d'asphalte du terrain voisin. J'ai ramassé mes pinces à dénuder et je suis retourné au sous-panneau. Le cuivre était toujours propre. Les étiquettes étaient toujours droites. Le travail était toujours bon. Il l'est toujours. Quelque part à travers Milwaukee, mon père rentrait chez lui avec un imprimé froissé et aucun plan. Je me tenais dans un atelier que je possédais, câblant un panneau pour un client qui paierait à temps. Et l'enveloppe vide sur mon établi était la dernière chose que j'avais donnée à mon père. C'était exactement ce qu'il avait donné à mon fils. Le privilège de mécanicien a été déposé auprès du comté le lundi après-midi. 72 000 $ contre le duplex de l'avenue Clément, étayé par 4 ans de registre de permis, de rapport d'inspection et ma licence de maître électricien. Le privilège est apparu sur le titre de propriété dans les 72 heures. Le duplex ne pouvait être vendu, refinancé ou utilisé comme garantie tant que le privilège n'était pas levé. La lettre de mise en demeure est arrivée chez Hugues et Vanessa par courrier recommandé le mardi. 1301 400 $, 72 000 $ pour les travaux électriques plus 59 400 $ en suppléments hypothécaires. 30 jours pour répondre. Vanessa a signé l'enveloppe à la porte d'entrée dans le même chemisier qu'elle portait au dîner de remise des diplômes. Elle a lu la première page debout sur le porche et s'est assise sur la marche supérieure. L'avis d'accélération de la banque donnait à Hugues 30 jours pour payer le solde du prêt restant de 161 000 $ ou faire face à des procédures de défaut de paiement. Sans ma caution, il ne pouvait pas refinancer. Avec le privilège sur la propriété, il ne pouvait pas vendre. Ses revenus locatifs de 3 200 $ par mois ne pouvaient pas couvrir un paiement forfaitaire de 161 000 $. Il était enfermé dans une boîte que j'avais construite avec les mêmes mains. Il a dit à une pièce pleine de gens qu'elle ne valait pas la peine d'être célébrée. Perrine a reçu une lettre de mise en demeure distincte pour 28 000 $ couvrant les travaux électriques de sa maison de Fontainebleau. La lettre comprenait des photos de chaque circuit que j'avais installé, des copies des permis que j'avais obtenus sous ma licence,
et une note de Camille indiquant qu'un privilège de mécanicien serait déposé sur la propriété de Fontainebleau dans les 14 jours si aucune réponse n'était reçue. Denis a lu la lettre à son bureau avant que Perrine ne la voie. Il l'a appelée de son bureau et a dit « Savais-tu que ton frère a câblé toute notre cuisine gratuitement et que ta mère a payé les frais de scolarité de nos enfants avec son argent d'hypothèque ?» Perrine a dit qu'il avait proposé de faire la cuisine. C'était son choix. 28 000 $ n'est pas un choix, Perrine. C'est un contrat. Et l'argent de la scolarité, ta mère le prenait sur les paiements de Bruno. C'est vrai ? Maman a dit que c'était de l'argent supplémentaire qui n'était pas utilisé. De l'argent supplémentaire du frère qui a reçu une enveloppe vide pendant que nos enfants recevaient des ordinateurs portables et 1 500 $ chacun payés avec son argent. C'est ce que tu me dis. Perrine n'a pas répondu. Denis m'a appelé ce soir-là de sa voiture dans un parking. Sa voix était prudente et calme. Il a demandé le dossier complet. Je l'ai envoyé. 3 jours plus tard, Denis a déménagé dans la chambre d'amis de la maison de Fontainebleau. La Brookfield Academy a reçu un appel de Denis demandant de basculer la facturation des frais de scolarité sur son propre compte. Il n'a pas parlé à Vanessa depuis. L'église où Vanessa gérait le budget de l'étude biblique des femmes a reçu une version de l'histoire par l'un des voisins lors du barbecue de Rémi. L'information a voyagé comme elle le fait toujours dans les petites congrégations, du voisin au coordinateur de la chaîne de prière à la femme du pasteur. Le mercredi suivant, le pasteur a demandé à Vanessa de se retirer de la surveillance financière de tous les comptes de l'église jusqu'à ce que la situation familiale soit résolue. Vanessa a accepté discrètement. Elle n'est pas retournée à ce rôle. 2 femmes du groupe d'études ont changé d'heure de réunion. La trésorière de l'église, qui avait fait confiance à Vanessa avec le budget pendant 7 ans, a demandé un audit complet du compte de l'étude biblique. L'audit n'a révélé aucune irrégularité, mais le fait qu'il ait été demandé a tout dit à Vanessa sur sa position. Les locataires des 2 unités du duplex ont reçu un avis du comté indiquant que la propriété avait un privilège de mécanicien actif et que le statut d'assurance du propriétaire était en cours d'examen en attendant la résolution du privilège. Les locataires du rez-de-chaussée, un jeune couple qui était là depuis 2021, ont donné un préavis de 30 jours la même semaine. Le locataire de l'étage, un postier à la retraite nommé Gauthier, qui avait toujours payé à temps et ne s'était jamais plaint, a appelé Hugues et lui a demandé directement si le bâtiment était sûr. Hugues n'a pas pu répondre à la question car il ne comprenait pas assez bien les travaux électriques pour savoir ce qui était à risque et ce qui ne l'était pas. Gauthier a déménagé fin juin. Les 3 200 $ par mois de revenus locatifs d'Hugues sont tombés à zéro en l'espace de 3 semaines. Le bâtiment est resté vide sur l'avenue Clément avec 2 nouveaux panneaux électriques que j'avais installés. Les 2 fonctionnaient parfaitement, n'alimentant que des pièces vides. Lors d'un barbecue du samedi chez Rémi fin juin, oncle Rémi a fait quelque chose que je ne lui avais pas demandé et que je n'aurais pas arrêté si j'avais su. Il s'est levé de sa chaise de jardin avec une copie imprimée de l'historique des revenus locatifs du duplex, le même document que je lui avais donné quand il m'avait demandé de voir les chiffres. Il n'a pas annoncé ce qu'il allait faire. Il s'est simplement levé, a déplié le papier et a lu les chiffres à voix haute aux 12 personnes dans le jardin. 4 ans de perception de loyer, 153 600 $. Tout cela sur un bâtiment qui avait été inlouable jusqu'à ce que son neveu passe 14 mois dans les vides sanitaires et les comble pour le rendre habitable. Il a nommé les montants, 1 600 $ par unité, 3 200 $ par mois, 38 400 $ par an. Il a lu le total 2 fois lentement, comme un comptable lit un chiffre que quelqu'un espérait ne jamais voir prononcé à voix haute. Puis il a plié le papier, l'a mis dans la poche de sa chemise et s'est rassis. Personne à ce barbecue n'a parlé pendant 10 secondes. Hugues se tenait près du grill avec une spatule à la main. La spatule a cessé de bouger. Vanessa, dans une chaise de jardin à 2 mètres, a pressé sa paume à plat contre son genou et a regardé l'herbe entre ses chaussures. 2 voisins d'Hugues, des hommes qui avaient fait des barbecues à côté de lui pendant des années et croyaient qu'il était un propriétaire autodidacte qui avait réparé le bâtiment lui-même, se sont regardés puis ont regardé Hugues avec des expressions qui avaient changé de façon permanente. Le fils aîné de Perrine, qui avait 13 ans et était assez âgé pour comprendre l'argent, a regardé sa mère et a demandé « Oncle Bruno a-t-il vraiment fait tout ce travail gratuitement ?» Perrine lui a dit d'aller jouer. Il est resté sur sa chaise. Rémi m'a raconté ce qu'il avait vu lorsqu'il était passé chez Hugues et Vanessa un jeudi soir début juillet. Hugues se tenait dans l'unité du rez-de-chaussée du duplex de l'avenue Clément, celle que j'avais câblée en premier,
celle avec le panneau de 200 ampères que j'avais construit de toutes pièces un samedi matin pendant qu'Hugues regardait un match de football à la maison. L'unité était sombre. Les locataires étaient partis. Le panneau de disjoncteur que j'avais installé était visible dans le couloir, son couvercle ouvert, chaque circuit étiqueté de ma main. Un avis de privilège était scotché à la porte d'entrée où le huissier l'avait laissé. Hugues se tenait au milieu du salon vide, téléphone à la main, mon numéro sur l'écran, le bouton d'appel allumé et intouché. Vanessa était à la table de la cuisine de la maison familiale voisine, calculatrice à côté de la lettre de mise en demeure, le chiffre sur l'affichage inchangé depuis le matin où elle l'avait additionné pour la première fois. Hugues était assis dans un bâtiment que j'avais câblé, entouré du travail que j'avais fait. Tenant un téléphone qui ne le relierait pas au fil qu'il avait dit n'être rien. Ses revenus locatifs avaient disparu. Son prêt s'accélérait. Sa propriété était sous privilège. Et chaque mur de ce duplex contenait du cuivre que j'avais tiré de mes propres mains, fonctionnant parfaitement, transportant le courant vers des luminaires qui éclairaient des pièces vides. 3 semaines plus tard, un dimanche matin de juillet, Nathan était assis à la table de la cuisine de notre appartement avec l'ordinateur portable que je lui avais acheté, travaillant sur sa propre liste de contrôle d'orientation. Il avait une feuille de calcul ouverte avec des colonnes codées par couleur. Il avait un onglet pour les manuels scolaires, un onglet pour les fournitures de dortoir et un onglet intitulé budget où il suivait chaque dollar que je lui avais donné pour le semestre d'automne. Il avait calculé le coût des repas, de la lessive et des laissez-passer de bus jusqu'au centime. Il avait une colonne séparée pour les choses que je peux gagner moi-même avec des entrées pour le tutorat et une demande de travail-études. Il est le fils de son père. Il construit les choses soigneusement, étiquette tout et ne laisse pas de connexion lâche. Sur le mur derrière lui, j'avais accroché 3 objets dans de simples cadres noirs que j'avais achetés dans une quincaillerie et assemblés moi-même. À gauche, son diplôme de lycée, celui de la cérémonie où il a traversé la Seine. 6 heures avant que son grand-père ne dise à une pièce pleine de gens qu'il ne ferait jamais rien de remarquable. À droite, le certificat d'apprentissage qu'il avait obtenu à 15 ans. L'été qu'il avait passé dans mon atelier à apprendre à lire des schémas de circuit et à dénuder les fils comme Rémi me l'avait appris. Il l'a gagné sans qu'on le lui demande et ne l'a jamais retiré du mur de sa chambre jusqu'à ce que je lui demande si je pouvais l'encadrer correctement. Au centre, entre le diplôme et le certificat, un cadre en boîte contenant l'enveloppe vide. Blanche, de taille standard. Le pli où Nathan l'avait ouverte toujours visible. Rien à l'intérieur. Elle était accrochée au mur comme une étiquette de disjoncteur est accrochée à un panneau, comme une information sur ce qui s'est passé et ce que le système peut gérer. C'était la preuve que quelque chose avait été pris et la preuve que le garçon à qui on l'avait pris ne l'avait pas laissé le définir. Rémi était passé à l'appartement la semaine précédente, non pas pour livrer un message d'Hugues, mais pour apporter à Nathan un cadeau à lui, un chèque de 5 000 $ dans une carte qui disait, pour ta première année, de la part de l'autre électricien de la famille, construis quelque chose de bon. Nathan a lu la carte 2 fois et l'a mise dans le tiroir de son bureau à côté du dossier d'orientation. Il n'a pas pleuré. Il a dit, dis à oncle Rémi que je le ferai. J'étais au comptoir en train de faire du café. Mon téléphone était en mode silencieux sur l'étagère au-dessus de l'évier. 2 appels manqués de Vanessa depuis vendredi. Les 2 ignorés. La lumière du matin entrait par la fenêtre de la cuisine et frappait le bord de la boîte à ombre. Et l'enveloppe vide a attrapé la lumière de la même manière qu'elle avait attrapé la lumière du restaurant le pire soir de la vie de mon fils. Sauf que maintenant, elle était sur notre mur dans notre maison, entourée de preuves que le garçon qui n'avait rien reçu avait déjà construit plus que l'homme qui l'avait donné. Nathan a levé les yeux de sa feuille de calcul. Papa, peux-tu me conduire à l'orientation mardi ? Oui, merci. Il est retourné à ses colonnes. J'ai pris mon café et je me suis tenu dans la cuisine d'une vie que j'avais câblée de mes propres mains. Chaque circuit testé, chaque connexion étiquetée, chaque disjoncteur évalué pour la charge qu'il supporte. Mon fils construisait la feuille de calcul pour son avenir sur un ordinateur portable que j'avais acheté avec l'argent que j'avais gagné en rampant dans les murs. Et l'enveloppe vide sur le mur derrière lui était la chose la plus honnête que quiconque de ma famille nous ait jamais donnée. Elle disait la vérité. Elle disait, voilà ce qu'il pense que vous valez. Et tout ce qui l'entourait, le diplôme, le certificat, l'ordinateur portable, la feuille de calcul, le chèque de 5 000 $ d'un homme qui m'avait appris que le travail à l'intérieur des murs compte plus que la peinture à l'extérieur, disait qu'ils avaient tort.